Je pense, quand tu disais éventuellement de changer de carrière, parce que ce que j'adore avec l'immobilier, c'est il y a tellement de différents métiers dedans. Mais je ne sais pas si pour toi particulièrement, s'il y avait quelque chose à changer dans ton parcours, qu'est-ce que tu aurais pu changer? Non, pas vraiment, mais ça, je l'ai dit maintenant avec les reculs, mais j'ai passé quelques phases effectivement, de un peu de vide dans la carrière, quelques mois sans visibilité, avec tous ces changements aussi des pays, d'endroits et de suivre mon mari, heu, non, non, il y a rien vraiment que je souhaiterais, changer. C'est juste que la prochaine fois, c'est mon mari qui va me suivre parce que ça fait déjà 2 fois. Et qui sait si un jour je dois aller en Allemagne, donc ce sera lui qui va me suivre. Mais non, mais pour le moment, je dirais que non, non, j'ai pas vraiment des regrets ou des choses que je voudrais changer. C'est vrai que quand je suis retournée des États-Unis et cette crise de nouvelles technologies et j'aurais jamais pensé que je pouvais changer de métier. Donc j'ai eu bien sûr aussi un peu de chance. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur de faire ces sauts. Mais finalement, avec les reculs, je suis tellement heureuse de plus être avec ce monde d'ingénieurs, avec les personnes là qui s'expriment pas, les gens débarquent comme ça. Je sais pas, c'est un monde un peu plus rude, high tech. C'est un peu compliqué pour une femme de se faire une position dans les nouvelles technologies. Un peu moins maintenant, mais à l'époque, en 98, c'était pas évident. Et Mais bon, finalement, c'était le même aucun dans regret, aucun l'immobilier, parce que le marché allemand, tous les investisseurs allemands, il y avait Barbara Knoflach et Barbel Schomburg, mais c'était encore limité de dirigeants. Et le marché allemand a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Donc, je ne sais pas comment c'était accepté tout de suite que tu deviens président de Paris, parce qu'ils avaient déjà une fois une femme. Est-ce que c'était automatique comme chez Renta ou est-ce qu'il fallait faire rencontrer le board, expliquer qui tu étais? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a une démarche à faire, ça ne se fait pas automatiquement, mais je dirais que je n'ai pas eu de traitement différent que ça aurait pu être un homme, c'est juste que c'était une femme et ça serait passé de la même façon, mais la procédure est la même. Ce que je peux dire, c'est peut-être à l'époque, il y avait peu de femmes dans les postes dirigeants chez Union. Ça a changé entre-temps, mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait très, très peu de femmes dans le board à Hambourg et c'est dû aussi au fait que la politique familiale en Allemagne n'a rien à voir avec celle de la France. En France, on se plaint, mais finalement, on a beaucoup d'aide, on a des crèches, on a des nounous, on a la garde partagée. Les femmes, ils sont habituées à s'arrêter très peu de temps et reprendre le travail. En Allemagne, c'est très compliqué pour une femme de faire carrière et avoir une famille à côté. C'est pas dû aussi à la volonté de l'entreprise, c'est aussi que pour une femme progresser, à un moment donné, il faut faire des choix. Il y a beaucoup de femmes dirigeantes en Allemagne, aussi dans notre groupe, qui ont renoncé aussi, si vous voulez, à la vie de famille. Après, je ne sais pas si c'est volontaire ou si c'est un concours de circonstances, mais c'est pas très facile quand on doit s'arrêter une année ou 2 années pour élever son enfant, revenir sur le marché du travail. C'est très, très compliqué, hein, on décroche très, très vite. Et ça, on a une chance ici, franchement, en tant que femme, on a une chance incroyable ici d'avoir les aides aussi et d'avoir un système déjà qui est fluide et qui facilite beaucoup le retour après un congé maternité. Et aussi, culturellement, c'est accepté de laisser son enfant à une nounou dans une garderie. Souvent en Allemagne, on me posait la question: ah oui, mais Tania, mais ton enfant, il est normal? Oui,
il est normal, ma fille, elle est très heureuse, elle est normale, mais elle est habituée d'aller à l'école, d'aller à la maternelle. Je la laissais même pour les devoirs le soir jusqu'à la dernière minute. Hein. Moi, c'était 8h, 18h jusqu'à la dernière minute. Mon enfant était toujours pris en charge. Et c'est un enfant complètement équilibré. Et en Allemagne, culturellement, c'est très, très mal vu aussi qu'on ne s'occupe pas personnellement de son enfant. Je vais dire, bien sûr, je m'occupe de ma fille et je passe beaucoup de temps avec elle, tout ce que je peux, mais elle est aussi très heureuse qu'on allait avec ses copines et ses copains. Et voilà, donc je pense qu'il faut trouver un équilibre. Donc, pour des raisons culturelles, c'était aussi et d'organisation et d'aide de l'État, c'est très, très compliqué de grimper, de faire carrière en Allemagne. Mais bon, les choses sont en train d'évoluer doucement, je dirais. Est-ce que tu crois qu'on rend encore coupable en Allemagne la femme qui a les enfants? Est-ce que tu crois que c'est encore? Non, non, je pense que rendre coupable, c'est peut-être un mot un peu dur, mais bon, c'est déjà un pays avec très peu de natalité et c'est vrai qu'avoir un enfant, c'est quelque chose aussi de très précieux et des grands groupes comme Union Investment, ils vous proposent aussi de faire un break pendant 6 mois ou de revenir après un temps partiel. Donc, on vous donne beaucoup d'avantages aussi pour que les femmes puissent s'épanouir. Mais bon, c'est une autre culture et c'est beaucoup plus compliqué. Je veux dire, ça c'est clair, même si les écarts se resserrent, c'est pas la même chose. Je pense que j'aurais pas fait la même carrière en Allemagne que j'ai fait ici en France. Ça, c'est sûr. Alors, toi, tu disais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Union Investment commence à investir. Tu veux parler un petit peu de ton groupe? Je vais essayer de voir si je peux partager l'écran. J'espère que ça va Oui. marcher. Parce qu'on avait dit qu'on va parler un petit peu de Union. Et bon, j'espère que c'est ça. Voilà. Est-ce que tu vois toi? Oui, c'est parfait. Il faut que Yeah, tu... je sais que ce n'est pas cette page-là que tu voulais, Non, mais non, bon. non, ça, on en a déjà parlé. Voilà, Tu peux tout aller à fait. directement Voilà, sur la la page. page 4. Voilà, on Voilà. était sur la Non, page non, 4, non, là, voilà. 4, voilà, parce que je pense pas qu'on pourra faire tous les slides, mais Oui, mais on a le temps. On est jusqu'à on a encore 40 minutes, là. C'est bien, là. oui, mais T'inquiète bon. pas. Ouais. En même Donc, temps, par donc contre, voilà. en France, parce qu'il y a beaucoup d'assets, mais en France, tu as combien d'assets aujourd'hui? Oui, mais ça, je vais vous expliquer tout à l'heure. Je voulais D'accord. juste. Attends, Janiska, reste sur la slide 4, juste pour donner quelques chiffres. Reste, s'il te plaît, là. Voilà. Juste une seconde là où tu étais, parce que justement, pour mettre Union Investment France aussi dans son contexte, comme je vous expliquais, le groupe Union Investment est un grand fonds d'investissement allemand et c'est plus de 3000 personnes en Allemagne et on gère 370 milliards d'euros d'assets, mais il y a aussi les actifs financiers là-dedans parce que la partie immobilière représente environ 45 milliards. Donc, quand Janishka parlait tout à l'heure des 370 milliards d'actifs, c'est tout confondu, les actifs financiers et les actifs immobiliers. On est filiale de la DZ Bank, qui est le crédit mutuel en Allemagne. Donc, on nous compare souvent ici avec les crédits agricoles. Voilà, donc là, tu peux redescendre, tu peux aller sur la page 9. Et là, effectivement, je vais aller un peu plus en détail sur la France. Donc, Union est actif et présent sur 24 marchés. Avec environ donc 47 milliards d'euros d'actifs gérés, principalement des bureaux, mais aussi, bien sûr, une grande partie retail et hôtel. Et plus récemment, donc, un fort développement en logistique et en résidentiel. Le portefeuille français représente 3 milliards d'euros d'actifs. Malgré tous ces arbitrages dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a eu heureusement aussi pas mal d'acquisitions.
C'est après l'Allemagne, bien sûr, qui est notre marché principal, et les États-Unis, c'est le troisième marché stratégique aussi pour le groupe. Et comme je vous disais, donc notre core asset, je dirais, notre activité principale, c'est la gestion d'actifs de bureau. On vient d'acquérir notre première plateforme logistique l'année dernière, donc ça, c'est bien. On a une deuxième là, en exclusivité, donc on souhaite se développer fortement dans le secteur logistique. Et nous avons 2 hôtels et 3 shopping centers, donc en dehors de Paris et en région, qui, comme vous pouvez vous imaginer, souffrent bien sûr avec l'impact de la pandémie. Et concernant l'équipe, pour répondre à ta question, Yanishka, donc nous sommes une quinzaine, voilà, entre 15 et 18, ça dépend aussi parfois. On a pas mal on prend beaucoup de stagiaires, des personnes aussi, des jeunes en apprentissage quand on peut. On a parfois aussi des externes aussi qui travaillent pour nous à plein temps, mais je veux dire que le cœur de l'équipe, c'est une quinzaine de personnes et on gère tout le cycle de l'immobilier, bien sûr, des acquisitions, passant par la gestion, la restructuration, le portage, commercialisation jusqu'à la vente. Et ça, c'est très agréable parce que finalement, on travaille dans un mode très dynamique, très, très performant. Même, bien sûr, on fait partie d'un grand groupe, mais ici, on a plutôt, c'est une structure vraiment d'une taille familiale. Hein. Donc là, c'est très, très agréable de pouvoir travailler dans ce contexte. Tu peux passer un slide, Yanishka, s'il te plaît? Oui, il faut dire que pour des raisons de sécurité, je ne suis pas autorisée à utiliser Zoom, donc on fait tout ça par téléphone et c'est pour ça que Yanishka doit… Non, reste. Non, Yanishka, s'il te plaît. Là, tu es allé trop loin. Je voulais, sur la slide 10, je voulais que tu montres quelques exemples. Voilà, là, stop. Quelques exemples d'actifs de notre portefeuille, un peu les trophy assets. Donc, je pense que vous connaissez notre centre d'affaires Paris Trocadéro, qui fait 40 000 m², qui est une petite ville, je dirais, parce qu'on a des bureaux, des commerces, des appartements, des services. Donc, ça, c'est vraiment notre actif phare sur lequel on développe énormément de choses. On teste aussi beaucoup de concepts, que ce soit des applications digitales, le BIM, la métrologie pour l'économie d'énergie. C'est un peu notre labo interne aussi. Ensuite, on a aussi un autre centre d'affaires, rue de la Victoire, dans le 9e, qu'on est en train de restructurer complètement. Et sinon, bon, ça, c'est des exemples. Notre portefeuille est plutôt, je dirais, composé des grands volumes, des grands actifs, des grands ensembles, soit multilocataires, soit monolocataires, mais plutôt des très belles adresses et des locataires des preneurs de prestige. Peut-être tu peux passer à la prochaine. Un des projets qui me tient à cœur, c'est le développement du siège de Pernod Ricard sur la gare Saint-Lazare. Donc ça, vous avez, à mon avis, entendu parler aussi. C'est l'opération Grand Central qu'on avait achetée il y a quelques années déjà à Carlisle. Et c'est le siège de Pernod qui a été inauguré l'année dernière. Donc, ce site, il fait 24 000 m². Il est magnifique. Voilà, c'est une véritable vitrine monde pour Pernod. Et sinon, on a aussi un projet en logistique là, dont je vous parlais tout à l'heure, qui vient d'être livré. Et sinon, tu peux aller sur la page 14, parce que je pense qu'on ne va pas faire tous les slides. Je vais aller directement je pense que ça vous intéresse, c'est aussi un sujet quand même qui nous préoccupe tous les jours. Comment est-ce qu'on gère la situation de la pandémie? Je dois vous dire que c'est en mois de mars qu'on nous a annoncé qu'il fallait se confiner pendant un mois et demi. Voire 2 mois, c'était un choc pour tout le monde.
Personne n'était préparé, mais je trouve que les équipes ont super bien réagi et je me suis rendu compte à ce moment-là que je travaille avec des personnes vraiment extraordinaires qui sont pas seulement performantes sur le plan professionnel, mais sur lesquelles je peux compter. Et tout de suite, il s'est créé en place une dynamique vraiment où chacun a donné de soi, a contribué énormément à que tout se mette en place rapidement depuis la maison. Parce qu'il fallait sécuriser les immeubles, il y avait des locataires aussi, bien sûr, qui se posaient des questions. Il fallait vraiment mettre en place des procédures très rapidement pour rendre les immeubles, je dirais, prêts à cette période de confinement. Ensuite, bien sûr, je me rappelle que chaque fois que j'allais au bureau, je me retrouvais dans la boîte aux lettres avec un pack comme ça de courrier. Et c'était tous les locataires, surtout les locataires, bien sûr, retail, qui nous écrivaient parce qu'ils ne payaient plus le loyer. Bon. C'était aussi très, très compliqué à gérer. Je dirais que dans la grande majorité des cas, surtout les bureaux, vraiment, ça s'est montré un actif. En tout cas, nos bureaux, c'est des bureaux plutôt haut de gamme avec des locataires solides. Donc, dans le segment des bureaux, je dirais que la gestion de la pandémie et des recouvrements des loyers, ça s'est très bien passé, sauf quelques exceptions des sociétés qui sont dans les voyages ou des petites sociétés vraiment très fragiles. Je dirais que 99% des locataires, on leur a accordé bien sûr quelques reports de loyer, parfois quelques incentives, mais on a trouvé toujours un accord équilibré et fair pour toutes les parties. Bien sûr, le retail et les hôtels, ils étaient fermés, ou les hôtels sont toujours fermés depuis le mois de mars. C'est extrêmement compliqué. Donc, c'est bien sûr dans notre intérêt aussi que les opérateurs hôteliers survivent cette crise. Donc, on est en cours de trouver des arrangements, mais c'est sûr que ça va être aussi des manques des recettes pour nos fonds qui vont pas rentrer. Donc, il ne faut pas oublier que nous, on gère des fonds pour des privés. Ça veut dire que quand je donne 3 mois de franchise ou 3 mois d'incentive à un locataire retail ou à un hôtel, ça veut dire que la personne privée qui a fait confiance à Union Investment, qui a placé son argent sur un de nos produits, c'est elle qui va payer ces 3 mois d'incentive. Donc, c'est toujours très, très difficile. On pense, les locataires, parfois, ils nous appellent, vous êtes un grand groupe puissant, etc. Oui, mais attendez, monsieur, madame, ce n'est pas notre argent et je ne suis pas le Père Noël. Tout ce que je vous donne, je l'enlève à quelqu'un d'autre, une personne privée qui a mis son épargne chez Union Investment. Donc, c'est très difficile d'expliquer ça. Mais je dirais, la plupart des locataires et des utilisateurs étaient vraiment de bonne foi. On a, sauf quelques exceptions très rares, trouvé des accords à l'amiable. Après, il ne faut pas non plus que cette crise dure éternellement. Donc, j'espère qu'à un moment donné, on a quand même quelques perspectives pour s'en sortir. Au niveau des acquisitions, pour plusieurs raisons, nous n'avons pas effectué des acquisitions l'année dernière. Mais c'est aussi parce qu'on se positionne souvent sur des assets core qui, sur la valeur métrique, se vendent entre 27 000 et 30 000 euros le mètre carré. Donc, on avait un peu mal de franchir un peu le dernier pas et de se dire on va acheter un très bel actif, mais à 30 000 euros le mètre carré avec un loyer à 750 euros le mètre carré. C'est un peu juste où est-ce qu'on va trouver l'upside. Donc, bon, on n'a pas réussi à se positionner. Aussi, c'est un peu un manque de volonté. Mais là, depuis quelques semaines, on a vu quelques dossiers passer. On va voir parce que notre volonté, c'est vraiment de se redévelopper en France fortement. Mais il faut faire attention parce qu'on n'a aucune référence. Moi, dans les comités d'investissement, quand on me demande quelle est votre prévision sur les loyers, personne ne peut répondre à cette question raisonnablement.
pour le moment, sur le marché CBD et Corps et parisien, il n'y a pas vraiment de décote. On donne plus d'incentives, mais on maintient les loyers faciaux. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'aussi, on va avoir un impact sur les loyers. Mais on ne sait pas de combien et de quand est-ce que cet impact va arriver. Donc, c'est très, très compliqué de développer ou écrire un business plan pour 10 ans. Parce que nous, quand on achète, c'est minimum 10 ans. Et c'est pas simple de se dire comment est-ce que les taux vont évoluer, les valeurs, les loyers. Donc, mais bon, c'est pas simple pour nous et c'est pas simple pour personne. Mais je pense que la tendance va être d'aller plus peut-être sur des projets où nous, on peut créer la valeur et peut-être rentrer avec une valeur métrique un peu plus intéressante dans un deal et prendre, nous, le risque opérationnel, de permis, de commercialisation, etc. Et on est tout à fait capable de le faire avec l'équipe parisienne. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu trop d'impact sur les valorisations de nos actifs. Uninvestment est aussi société de gestion, donc agréée auprès de l'AMF. Et je dois bien sûr tous les trimestres actualiser les valeurs avec des experts. Et pour le moment, je n'ai pas eu tellement je n'ai pas eu vraiment d'impact sur les valeurs des bureaux. Par contre, bien sûr, sur la partie retail. Voilà, et ensuite, bon, les questions que tout le monde se pose, c'est où est-ce qu'on va et Oui, qu'est-ce qu'on avec fait les dans la vie. bureaux, est-ce que tu n'as pas eu beaucoup de résidentiels, par contre? Non, c'est marrant parce que je commençais ma carrière dans le résidentiel et je vais peut-être aussi la finir dans le résidentiel parce que le résidentiel, ça y est redevenu à la mode. Mais non, pour le moment, on en a très peu dans le portefeuille. En tout cas, on en a très peu en France, mais on en a en Allemagne. Non, le but, c'est diversifier finalement, pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est repenser aussi le bureau. Et là, c'est sûr que quand on lit un peu les études et on échange avec d'autres investisseurs, avec des utilisateurs, on va vers une espèce je veux dire, modèle un peu hybride. On va travailler certainement 1 ou 2 jours de la maison. À terme, je ne vois pas comment je pourrais maintenant dire à mes équipes qui sont toute la journée presque à la maison, de leur dire, ça y est, maintenant, vous refaites les horaires d'habitude, du lundi au vendredi. Ça ne va pas être possible. Donc, il faudra un peu de souplesse. Donc, on va vers un modèle assez hybride, mais ça veut dire aussi peut-être jusqu'à moins de 30% d'espace des bureaux à moi. On ne sait pas. Oui, ces espaces-là, est-ce qu'il faut repenser, il faut les repenser ça va être intéressant de voir comment le produit évolue. Il faut aussi moi, j'ai une négociation qui s'est arrêtée juste, une très grande négociation de 15 000 m² qui s'est arrêtée au mois de mars qui est en train de reprendre maintenant, mais l'utilisateur, il ne veut plus prendre les 15 000 m² pour 9 ans. Il veut prendre peut-être 2 tiers pour 6 ans, 9 ans peut-être, mais un bon tiers, voire plus, pour un 369 parce qu'il a besoin de flexibilité, parce qu'il se pose la même question que vous, que moi. Est-ce qu'on aura besoin d'autant de surface de bureau à terme? Quel sera le modèle de demain? Donc, c'est un peu ça la tendance qu'on voit en ce moment. C'est les utilisateurs, ils veulent des services, ils veulent de la valeur ajoutée, ils veulent de la flexibilité. Et c'est à nous de leur fournir tous ces éléments-là. Dans un contexte qui manque un peu de visibilité, pour être franche.